Voilà, on va faire le corrigé de ce questionnaire prise de mesure. On va passer assez rapidement sur les réponses, ouvrir quelques parenthèses pour aller un petit peu plus loin de ce questionnaire et profiter de faire quelques révisions. Pour un exercice de prise de mesure, bon bah c'est simple finalement. Vous avez des arrivées d'électricité, des prises. À chaque fois c'est deux coordonnées, horizontale, verticale. Vous en mettez partout. Là il n'y a rien de bien particulier. Peut-être à relever que les diagonales permettent de contrôler les mesures, permettent aussi de contrôler l'équerrage de cette paroi, donc ça c'est peut-être une chose qu'on oublierait. On pourrait aussi relever les angles éventuellement, ça permet de se passer des diagonales. Et puis dans le corrigé, il était mention du lot. Alors c'est vrai que lorsqu'on prend des mesures dans un immeuble entier, le lot désigne finalement le numéro de l'appartement. Là par exemple on est dans l'immeuble C, l'appartement D6, donc c'est l'info qu'on mettrait ici pour savoir à quel appartement se rapporte cette prise de mesure. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter ici. Pour l'avion plan, alors attention, là on a des arrivées d'eau, des écoulements, ça prend de la place et puis c'est important de connaître ces dimensions, histoire que nos meubles recouvrent bien cette zone technique. Ça permettra aussi de faire des évidements dans les fonds de caisse pour le passage de ces écoulements et de ces arrivées d'eau. Donc deux coordonnées, longueur-largeur, plus des coordonnées de position. Et puis là, on voyait sur ce plan d'architecte qu'on avait une tête de mur. C'était peut-être pas forcément la chose la plus évidente, mais il y avait cette cote qu'il fallait relever, qu'on n'avait pas de l'autre côté puisque le mur continue. Et puis là aussi, l'équerrage des murs pour savoir quelle sera la dimension de la dilate. Est-ce qu'on doit prévoir une dilate de 100 mm parce que le mur n'est pas du tout d'équerre, ou au contraire, on peut se contenter d'une petite dilate de 50. Pour le plan d'architecte, lecture des mesures, alors on vous demandait les surfaces de parquet, là on pouvait déjà mettre en évidence cette surface-là, mais attention, il fallait enlever cette petite zone qui était prise par cette colonne technique de 140 par 800. A noter que ce plan d'architecte était en millimètres, ce qui est assez étonnant. Habituellement on a des mètres ou des centimètres. Là c'était assez pratique, quoique non, puisqu'on vous demandait des réponses en mètres carrés, donc il fallait encore faire une conversion. À ce rectangle on rajoutait l'autre rectangle dont on avait les dimensions totales, et puis la chambre. Combien de portes digne droite, donc digne droite, ferrage à droite, poignée à gauche, toujours du côté du recouvrement de la porte contre le cadre, donc on n'avait aucune digne gauche de digne droite. L'épaisseur des murs, 140 mm, et puis la largeur de l'agencement de cuisine, c'est cette cote-là, 4060. Petit exercice de perspective. Donc il s'agit d'une perspective à un point de fuite ou une perspective centrale, puisqu'ici, à l'aide des fuyantes, on pourrait trouver un point de fuite relativement au centre de l'image, et puis une ligne d'horizon qu'on vous demandait de tracer. La ligne d'horizon passe toujours par le ou les points de fuite. À noter qu'on pouvait aussi confirmer cette position de point de fuite à l'aide d'autres fuyantes. Il est préférable de prendre des fuyantes de grande dimension. Ça vous permet d'être relativement précis, plutôt que ces petites fuyantes qui vont générer peut-être des imprécisions. Dans les questionnaires d'examen, et vous le verrez dans le questionnaire 2019, on a souvent des perspectives isométriques parallèles. Donc là, vous avez une arête centrale et puis des fuyantes à 30 degrés. Et après, c'est simple, on reporte toutes les dimensions telles quelles, sans déformation. Vous aviez vu en première année la perspective cavalière, où les faces restent identiques, mais on a une réduction des profondeurs. Donc on a plusieurs cas de figure possibles. Dans les trois cas, la face garde ses dimensions et ses angles droits. Par contre, les profondeurs sont réduites. On garde que 2/3 si on est à 30 degrés, que la moitié si on est à 45 degrés, et 1/3 si on est à 60 degrés. Jusque-là, il s'agissait de perspectives peu réalistes. Donc là, on a une impression de déformation qui ne correspond pas à la réalité. Donc ce sont des perspectives plutôt techniques. Maintenant, si on passe à des perspectives à un ou plusieurs points de fuite, là on est déjà dans des perspectives réalistes. Donc la perspective centrale, un point de fuite, et une ligne d'horizon qui passe par ce point de fuite. La ligne d'horizon, c'est la ligne du regard, la hauteur du regard. Et puis des fuyantes qui convergent toutes vers ce point de fuite. Donc les horizontales et les verticales
restent inchangés, restent parallèles, il n'y a pas de déformation. Il y a une déformation au niveau de leur dimension, mais par contre elles restent bien parallèles entre elles. Seules les fuyantes convergent vers ce point de fuite. La perspective la plus habituelle en dessin, c'est la perspective régulière à 2 points de fuite. Donc là, seules les verticales restent parallèles, tout le reste se dirige vers les points de fuite gauche et droite. Et puis par ces points de fuite passe la ligne d'horizon, et la ligne d'horizon, c'est toujours la hauteur du regard. Dans la BD, dans les mangas, dans les dessins animés, et puis dans la réalité aussi, on peut mettre en évidence un 3e point de fuite. Dans ce cas, on parle de perspective aérienne à 3 points de fuite. Donc là aussi, on a 2 points de fuite, une ligne d'horizon, et puis on a un 3e quand il est placé au-dessus de l'objet, ce que nous on est en dessous. Et donc là, finalement, tout converge vers ces points de fuite. Les verticales sont déformées et se dirigent vers cette pointe. Et puis les fuyantes droite et gauche, là aussi, se resserrent jusqu'au point de fuite. Donc là, on est en dessous de l'objet, et puis si on est en dessus, eh bien la ligne d'horizon et les 2 points de fuite sont placés au-dessus, et le 3e point de fuite est du coup en dessous. On revient à notre petit questionnaire. Là, il s'agissait de la ligne du mètre fini. Alors, qui détermine cette hauteur de traçage? Donc, ça peut être l'architecte, la direction des travaux, quand on a une entreprise générale de construction qui coordonne tous les corps de métier. C'est elle qui va définir avec le maçon, puisque c'est souvent le maçon qui va tracer cette ligne, où la tracer, à quel endroit la tracer, quel sera le point de référence pour tirer 1 mètre. Le point de référence, c'est le sol fini à la hauteur de la marche palière, la dernière marche de l'escalier, à laquelle on va s'affleurer avec le revêtement, que ce soit du carrelage ou du parquet. Les utilités, c'est la pose anticipée d'éléments de construction. On avait vu que ça pouvait être des huisseries métalliques, ça peut être la position des prises, si on doit percer à travers des galandages, des cloisons. La coordination entre les différents corps de métier. On a tous une référence et puis on s'y tient. Pour reporter cette ligne du mètre fini, on a le laser rotatif, qui permet d'avoir une ligne sur le pourtour de la pièce. Alors c'est vrai que de jour, suivant la surface, suivant aussi la distance, le tracé du niveau se voit assez mal. Donc on peut porter des lunettes à verre fumé rouge qui vont mettre en évidence le tracé du niveau rotatif. À l'extérieur aussi, on le voit extrêmement mal ce laser, donc les lunettes sont vraiment efficaces à ce niveau-là. Ou le niveau à haut qu'on avait déjà vu, là on est plutôt dans la méthode d'origine. Et puis éventuellement le niveau à bulle, mais bon là on a une grande imprécision qui va apparaître au fil des pièces, donc à éviter. Je vous propose de regarder un petit tuto d'un maçon qui nous partage son raisonnement sur le tracé de ce mètre fini. Donc au final, mon point de référence va être très simple, c'est celui-ci. Et à partir de là, vous fondez toute votre réflexion. Et la réflexion, elle est très simple. Ceci est mon point 0. Donc j'utilise un niveau. On est d'accord que vu la distance, il y a très peu de chances de manquer de précision. Voilà. Donc ça, on sait que c'est un niveau fini. Donc techniquement, sur un seuil de porte, généralement on y met un peu de pente, mais étant donné que par rapport à la suite des opérations, je vais avoir tout un trottoir et un porche, je vais quand même me mettre de niveau avec celui-ci. À partir du point 0, on va tout simplement lever le niveau 1 mètre. Cette étape est juste capitale. Cette étape est très lourde de responsabilité parce que tout se joue bêtement sur ce que je viens de vous montrer en fait. Si vraiment vous avez tendance à être un peu rêveur en vous disant ouais mais le carreau il fait 12 ou je sais pas quoi, raisonnez d'abord avec le niveau 0. Commencez pas à raisonner en divisant l'épaisseur du carrelage plus l'épaisseur de chape. On raisonne toujours avec le point d'arrivée. Voilà. On ne trace jamais autre chose. Le trait de référence sera toujours le trait d'1 mètre. J'ai souvent vu des
des particuliers quand on arrive chez eux, et enfin, malfaçon ou pas, mais bon, ça fait toujours un peu mal au cœur de voir qu'ils se sont ratés et qu'ils ont pris en référence une dalle en béton. La dalle en béton n'est pas le point de référence. Le trait que vous allez tracer à 1 mètre et qui va être tapé au cordex avec le cordeau traceur, c'est le niveau des 1 mètre. Pas 1m10 ou 1m20, le trait des 1 mètre. Parce que, en plus, vous ne le voyez pas, mais les autres corps de métier se servent de notre... c'est les maçons généralement qui vont tracer le trait des 1 mètre. Tous les artisans et corps de métier raisonnent en fonction de votre trait. Donc là, maintenant, je vais mettre en place le laser. Un petit tracé en perspective à 2 points de fuite. Là, en fait, on n'en a qu'un seul qui est présent sur la donnée. Il y en aurait un autre à droite, mais qui n'est pas présent sur la feuille. Donc on doit en tenir compte, mais on ne pourra pas l'utiliser pour orienter nos fuyantes. Là, la première chose par rapport à ce rectangle qui est défini, c'est de le prolonger jusqu'au point de fuite. Prolonger les largeurs, les hauteurs. À partir de là, il faut estimer certaines dimensions. Par exemple, la hauteur du socle, il faut l'estimer. On n'a pas de dimension à respecter. Donc c'est à l'œil. La partie arrière du meuble, là aussi, il faut estimer sa position. Quelle est la profondeur totale du meuble? On peut observer l'image, on peut estimer cette profondeur. Ce trait de construction, on pourra toujours le déplacer si on se rend compte qu'il est trop proche ou trop loin de notre cadre de base. À partir de là, on peut définir une épaisseur de plan de travail. Cette épaisseur, on peut la reporter à l'arrière. On peut définir ses largeurs. Et puis, cette épaisseur, elle sera aussi reportée sur la partie gauche. Ensuite, on a une caisse. Alors la caisse est légèrement en retrait par rapport à ce plan de travail. Là aussi, on estime ce retrait. L'épaisseur, pareil. On essaie de garder les proportions. La même chose à droite. À noter que la partie droite est plus loin du regard, donc cette épaisseur devrait être réduite par rapport à l'épaisseur de gauche. Ensuite, on peut les relier. Là, cette largeur du corps de meuble, on peut la reporter vers le point de fuite, ce qui permet ensuite de descendre avec l'arrière de la caisse. Il faut aussi estimer un retrait à l'œil, et puis relier ces 2 points. À partir de là, il y a un socle. Alors le socle, on voit qu'il est en retrait par rapport à ce cadre rouge. Donc là aussi, ce retrait est à estimer. Et une fois qu'il est estimé, on remonte en marquant aussi un retrait latéral à gauche et à droite. À partir de là, on est prêt pour faire notre répartition. Donc on a une répartition en quart sur la largeur et puis en 6e sur la hauteur. Alors on commence par les quarts, c'est le plus facile. Les diagonales définissent 2 demi et puis les diagonales secondaires définissent des quarts. Après, attention, on a 1 sixième, 2 sixièmes. Donc là, on a 3 sixièmes, la même chose qu'on a en bas. Ça signifie qu'ici, on a une moitié et là, l'autre moitié. Donc, on a déjà cette répartition. Nos diagonales nous définissent déjà les 2 moitiés. Et puis là, 1 sixième, 2 sixièmes, en fait, ça nous fait une part, 2 parts. Donc, on a 1 tiers, 2 tiers. Donc là, on se rappelle des diagonales secondaires qui traversent les diagonales primaires. On obtient du coup une intersection ici et là, ce qui permet de tracer 1 tiers, 2 tiers. Si je vous fais le tracé complet, là vous avez les diagonales primaires en bleu, et puis les diagonales secondaires ici et là. On obtient un premier tiers, là il y aurait un deuxième tiers, avec cette intersection-là, le troisième tiers. Nous, c'est le premier qui nous intéresse, donc on a utilisé ces intersections-là. Pour les critères d'évaluation, on voit que les divisions, ça vaut 2 points. La construction, ce qu'on a fait là. L'intégrité, est-ce que vous avez tout représenté? Donc, est-ce que vous avez bien représenté une épaisseur de dessus,
est-ce que le socle est correctement placé, les épaisseurs de côté, est-ce qu'on a bien ce qu'il fallait, donc des quarts, des tiers. Et puis la qualité des traits, donc est-ce qu'on voit bien votre construction en trait fin, et puis est-ce que le résultat est bien en trait de pourtour, en trait fort, bien marqué. Donc tout ça, ça valait 8 points. Petite situation chez le client, une porte à fabriquer, quelle est votre réflexion à ce niveau-là? Première chose, on se rend compte que si on met une porte qui s'ouvre vers l'intérieur, il y aura un petit souci avec cette poutre, impossible de l'ouvrir. Deuxième chose, un indice là, c'est le raccord du parquet. On voit que la porte devrait être à l'intérieur et non pas à l'extérieur, avec ce parquet qui rentre jusqu'à l'intérieur de la pièce. Mais ce qui est étonnant, c'est que si on a une ouverture de porte à l'intérieur, là où il y aura un petit conflit avec l'interrupteur qui sera caché par la porte, qui ne sera pas accessible, on pourrait se dire, est-ce que pour finir, on n'ouvrirait pas la porte dans le couloir? Mais c'est pas génial au niveau de l'accès, du passage, c'est pas très pratique, ça peut être même dangereux. Et puis pour terminer, ça serait finalement la réflexion finale. Dans un cas comme celui-là, c'est une porte coulissante qui serait adaptée. Et puis avec une porte coulissante, on a accès à l'interrupteur, on est compatible avec l'esthétique du parquet, pas de problème avec la poutre, et tout va bien quoi. Petite prise de mesure, il y a certaines choses qui ont été faites, d'autres qui sont à compléter, à corriger. Là il manquait clairement cette hauteur-là, et puis les épaisseurs de mur, si on a un 4x4 embrasure à placer ici, en tout cas ce sera vraisemblablement le cas, il y aura un rhabillage à faire ici. Le vide d'ouverture de maçonnerie, et puis l'ouverture prévue actuellement n'est pas compatible avec notre situation, la porte buterait dans la sous-pente, donc ouverture DIN droite, obligatoire ici dans cette situation. Pour la suite du travail, je vous propose de prendre le questionnaire que vous avez reçu en cours le vendredi 13 mars, prise de mesure, cette fois-ci c'est le PRQ 2019, vous le retrouvez dans les annexes au cas où vous l'avez perdu ou vous ne voyez pas à quoi ça ressemble. Dans le parcours ici quand même, donc vous retrouvez un exercice de prise de mesure, c'est à peu près identique à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça vous permet de consolider ce que vous avez fait. Quelques questions sur un plan d'architecte. Et puis là, peut-être la plus-value de ce questionnaire, c'est une petite perspective d'un meuble qui a des faces, mais qui a aussi une niche centrale. Donc vous devez gérer une répartition perspective entière avec un corps creux, un corps qui n'est pas fermé par une face. Donc ça apporte une plus-value à ce qu'on a vu aujourd'hui. Puis à la question 4, vous avez un petit exercice de trigonométrie, on vous demande de calculer la mesure de l'angle β à l'aide de dimensions. Ça vous fait un petit récapitulatif de la trigo. La prochaine fois, je vous proposerai un exercice supplémentaire pour revoir la technique de calcul de trigonométrie, non pas pour un angle, mais pour une mesure d'un côté de triangle. Pour la question B, on vous demande de prendre un petit peu de recul par rapport à ce triangle et puis de déterminer quel est le rapport dimensionnel de la base et de sa hauteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce triangle? Donc on en reparlera aussi la semaine prochaine avec une petite parenthèse qui ira au-delà de cette question. On en parlait tout à l'heure, perspective parallèle et isométrique, des fuyantes à 30 degrés, des cotes ici qui correspondent à un détail de construction qui serait pris dans l'angle de cette cuisine. À vous de retranscrire ces dimensions sur cette vue en perspective isométrique. Donc là on a la face, là on a le côté, et puis attention, toutes ces dimensions, les 19, les 16, les 5, les 16, se répartissent sur les 30 degrés, sur ces fuyantes là que vous tracerez avec votre plus belle équerre. Donc voilà pour ce questionnaire, on en reparle la semaine prochaine en faisant quelques révisions au passage. Alors bon travail.